Bon, dans cette nouvelle vidéo, on va prendre une structure un peu légère, celle de l'iceberg, afin d'en prendre prétexte pour parler de procès quelque peu ridicules. Sans plus de transition, commençons immédiatement avec la surface. Nous sommes en 1992 aux États-Unis. Stella et Liebeck seront au McDrive d'un McDonald's pour y commander un café. Elle se parque un peu plus loin pour pouvoir le déguster tranquillement. Et là, malheur, elle le renverse sur ses cuisses. S'en suivent deux conséquences. La première, logique. Elle se brûle, mais quand même au 3e degré. Et la seconde, elle empoche 3 millions de dollars de la part d'un jury américain, ce qui correspond peu ou prou à l'équivalent de la vente de café sur l'ensemble du territoire américain par McDonald's pour 2 jours consécutifs. Bon, au final, cette somme sera ramenée à quelques 600 000 dollars par le juge. Et plus finalement encore, les parties trouveront une transaction à l'amiable entre elles, c'est-à-dire qu'elles feront un arrangement de paiement à l'abri des regards et dont le montant nous est aujourd'hui inconnu. Pour plus de détails sur cette affaire, je vous invite à vous rendre sur la vidéo que je mets en description puisque j'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo pour en discuter. Le procès du pantalon perdu. Toujours aux États-Unis, il s'agit de l'histoire d'un juge qui a confié son pantalon à une blanchisserie. Jusque-là, rien de bien étonnant. Néanmoins, la blanchisserie perd le pantalon du juge. Alors le juge conciliant va vers la blanchisserie et lui dit « Écoutez, vous avez perdu mon pantalon, c'était une partie d'un costume qui m'a coûté 1000 dollars. Remboursez-moi 1000 dollars et on s'arrête là. » Néanmoins, la blanchisserie lui répond que non, ils ont retrouvé son pantalon. Or, le juge, qui n'est pas dupe, leur dit « Non, ceci n'est pas mon pantalon. » Et comme il est un peu énervé qu'on ait essayé ainsi de le rouler dans la farine, eh bien, il intente une action judiciaire contre cette fameuse blanchisserie. Il réclame en justice pas moins de 67 millions de dollars pour la perte de son pantalon. Finalement, il réduira cette somme à quelques 54 millions de dollars qu'il décompose comme suit: 500 000 dollars de frais d'avocat. Bon, pourquoi pas, ce sont des avocats extrêmement chers, j'imagine. 2 millions de dollars pour la peine qu'on lui a causée. J'imagine qu'il tenait extrêmement à ce pantalon. 15 000 dollars de location de voiture parce que pourquoi pas. Et puis quelques 51 millions de dollars pour les autres consommateurs qui se seront aussi fait rouler dans la farine. Finalement, et heureusement, le juge sera débouté et l'histoire ne disait hélas pas s'il a également perdu sa réputation. Il est maintenant temps de passer sous la surface, mais avant cela, un petit moment d'autopromotion. Nous sommes bientôt 100 sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. En effet, imaginez la fierté lorsque vous pourrez raconter à vos petits-enfants que vous y étiez, que vous étiez dans les 100 premiers de cette chaîne. Quelle joie, quelle extase, quel miracle. Alors n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton, s'abonner, à partager la vidéo et à commenter, c'est toujours bon pour le référencement. L'affaire du coq Meurice. En 2019, l'heure est grave en France. Un coq est traîné en justice. Son nom, Meurice. Et son crime, avoir chanté. Bon, en réalité, ce n'est pas le coq qui est traîné en justice, mais bien ses propriétaires. En effet, les animaux n'ont pas la personnalité juridique et ne sont donc pas des sujets de droit. On ne peut pas donc les attaquer directement. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard dans l'iceberg, puisque cela n'a pas toujours été le cas. Cette affaire, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, avait fait grand bruit. En effet, c'était un peu le monde rural contre le monde des bobos, parfois parisiens, qui s'installent à la campagne, imaginant et fantasmant un havre de paix silencieux. Finalement, donc, le tribunal donnera raison au coq Meurice et le permettra de continuer de chanter en paix. L'homme qui s'est fait un procès à lui-même. En 1995, aux États-Unis, décidément ce pays n'est pas avare de procès ridicules, un homme s'attaque lui-même. Robert Lidbrock se traîne donc en justice et s'auto-réclame la somme de 5 millions de dollars. Le motif, eh bien, il purgeait une peine de 23 ans de prison pour un crime qu'il avait commis sous l'influence de l'alcool. Or, il s'avère que Lidbrock est un chrétien qui considère qu'il n'a pas le droit de boire de l'alcool. Dans une écriture rédigée à la main de 7 pages et adressée au tribunal, il explique que, en buvant de l'alcool, il a violé ses propres croyances religieuses, ce qui l'a mis en prison. Et que partant, à titre de dommages et intérêts, il souhaite se régler 5 millions de dollars. Néanmoins, pas folle la guêpe, il clame également qu'il est indigent et donc qu'il ne peut pas lui-même régler cette somme et que c'est à l'État de l'avancer, mais il promet tout de même de la rembourser à terme. Évidemment, il n'obtiendra pas gain de cause. Néanmoins, le juge soulève tout de même la vision novatrice de son argumentation, bien
que ridicule. En plus de cela, Lee Brock est un habitué des procès puisqu'il en a introduit quelques-uns, notamment une fois car on ne lui avait pas servi une portion de viande supplémentaire à la cantine de la prison, une autre fois car le café y était trop cher et finalement un dernier procès dans lequel il disait que le sirop d'érable qu'on lui servait à la prison était empoisonné en raison de la présence d'additifs. Le tribunal en a donc eu assez et l'a interdit de déposer quelque écriture que ce soit, sauf si un juge la relisait avant. Cette institution du bannissement serait impossible sous nos contrées helvétiques. En effet, ici, on ne peut pas bannir quelqu'un d'un tribunal. Néanmoins, ce qu'on peut faire, c'est lui retirer ses droits civils sous ce qu'on appelle la curatelle de portée générale. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le procès de la tomate. Je me rappelle encore de mon premier cours de droit. À cette occasion-là, notre professeur nous avait cité une œuvre de Jean Giraudoux. Le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement que juriste la réalité. Et c'est un peu de cela qu'on va parler dans cette prochaine affaire. Évidemment, on est toujours aux États-Unis, cette fois-ci devant la Cour suprême, et il s'agit d'un conflit de droit de taxe des douanes. Il y avait à l'époque une taxe d'importation sur les légumes, mais non pas sur les fruits. Quelques acteurs du marché qui importaient des tomates n'étaient pas très contents de cette taxe. Ils ont alors porté l'affaire jusqu'à la Cour suprême, alléguant que la tomate n'était pas un fruit, mais qu'il s'agissait d'un légume et que partant, elle devait être exemptée de taxes. Alors vous vous dites certainement que bien évidemment, la cause a été balayée d'un revers de main et que les juges ont dit non, la tomate est un fruit. Eh bien, pas du tout. Les juges ont donné droit à ces importateurs de tomates. Ils ont dit effectivement, la tomate est un légume. J'entends déjà les biologistes bondir de leur chaise. Mais la situation est un peu plus complexe que ce que je vous ai laissé croire. En effet, les avocats n'ont pas plaidé que la tomate est un légume. Ils ont plaidé que le texte de loi, lorsqu'il parle de légumes, inclut la tomate. La nuance est complexe et ténue, mais elle a néanmoins son importance. Ainsi, avec un certain brio, il faut le dire, les avocats ont plaidé que, en ce temps-là, du moins, dans la tête des gens, lorsque l'on parlait de légumes, eh bien cela incluait la tomate. Et peu importe la réalité biologique de la tomate. Donc finalement, oui, la Cour a conclu au fait que la tomate est un légume et elle a notamment pris pour argument que la tomate est mangée au moment du repas principal et non pas comme un dessert comme pourrait l'être un fruit. Le procès des hannetons. Rendons-nous maintenant à Lausanne, ma ville natale, en Suisse. En 1479, des hannetons ont infesté les champs et détruit les cultures, conduisant à une famine. Comme on est au Moyen-Âge, les animaux ne sont pas encore considérés comme des objets comme ils le sont aujourd'hui en droit suisse à l'aune de l'article 641A du Code civil. Partant, c'est tout naturellement qu'il faut condamner les responsables de cette famine, soit les hannetons. Ainsi, un procès est organisé, les hannetons sont cités à comparaître et on leur attribue même une défense sous le nom de maître Perrodet. Néanmoins, au jour du procès, les hannetons ne se présentent pas. Choqués par tant d'audace, les juges condamnent les hannetons à l'excommunication et au bannissement du territoire du diocèse de Lausanne. L'histoire ne dit pas si les hannetons ont fait appel du procès ou s'ils ont effectivement respecté la peine qui leur avait été infligée. Les procès d'animaux sont en réalité relativement courants au Moyen-Âge, le plus célèbre d'entre eux étant bien entendu le procès de la truie de Falaise qui s'est déroulé en Normandie. Il s'agissait de l'histoire d'une truie qui avait dévoré le visage d'un enfant et avait donc entraîné sa mort. Eh bien, cette truie-là a été également traînée en justice, elle a été condamnée à mort et avant de faire cela, eh bien, on l'a grimée en homme, on l'a mutilée comme elle a mutilé l'enfant et finalement on l'a pendue. De nos jours, comme je vous l'ai d'ores et déjà dit, ce genre de procès est inconcevable. En effet, les animaux ne sont pas des sujets de droit, ils n'ont pas de personnalité juridique et partant on ne peut pas les attaquer directement, même si certains aujourd'hui voudraient leur attribuer une personnalité juridique, non pas cette fois-ci pour les condamner, mais pour défendre leurs droits. N'hésitez pas en commentaire de me dire ce que vous penseriez d'une telle chose. À titre personnel, je suis un peu dubitatif sur la manière dont un animal pourrait se défendre devant un tribunal. Le procès contre Dieu. Quoi de mieux pour clôturer que le procès d'un homme qui attaque Dieu en portant plainte à son encontre. Nous sommes donc en 2005 en Roumanie. Un homme qui est condamné à 20 ans de prison pour meurtre dépose une plainte contre Dieu pour abus de confiance, corruption et trafic d'influence. Il dirige sa plainte contre, je cite, le nommé Dieu domicilié aux cieux et représenté par, en Roumanie, l'Église orthodoxe. Il reproche à Dieu de ne pas avoir rempli la part du contrat qu'il avait pourtant conclu avec lui. Dans une argumentation que je trouve assez géniale,
il dit que Dieu a rompu le contrat qu'il avait passé avec lui. Dans son esprit, ce contrat était le baptême. En échange de ce baptême, Dieu devait éloigner le mal de lui. Or, et malgré ses nombreuses mises en demeure, entendez par là les prières qu'il a adressées à Dieu, il était en prison pour un homicide. Partant, Dieu n'avait pas rempli sa part du contrat. Bien évidemment, le parquet l'a débouté en arguant d'une part que Dieu n'est pas un sujet de droit et d'autre part qu'il n'a pas d'adresse et qu'on ne saurait donc où lui notifier une citation à comparaître. Ainsi donc se termine ce premier iceberg. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Il y a beaucoup d'autres procès dont j'aurais pu vous parler, dont je souhaite vous parler. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des informations sur la suite de nos belles aventures.